Il me semblait nécessaire de vous parler de la communication non violente, au moins de vous faire une vidéo dessus. Il faut savoir que quand j'ai été formée à la communication non violente, ça a représenté, je ne sais plus, c'est 6 ou 7 jours de formation. Donc, autant vous dire que c'est un outil voilà, qui pourrait être vraiment euh, présenté en formation à part entière. S'il y en a qui sont formés, si des personnes sont formées, vous allez voir que je vais synthétiser, hein, puisque le but, c'est pas de vous refaire une formation en entier. Sur cette formation qui a été, c'est un outil qui a été nommé de cette sorte par Marshall Rosenberg, qui avait un objectif de clarifier la communication. En fait, quand on apprend la communication non violente, enfin moi, la façon dont je l'ai appris, c'était très, très, très compliqué. Il y avait des métaphores avec la tortue, avec une girafe, avec tout. Et toutes ces métaphores-là m'ont un peu perdue au final pour ce que j'en ai retiré. Au final, j'en ai retiré quelques exercices ou en tous les cas la philosophie de la communication non violente. Cela dit, il m'a peut-être fallu aussi ce temps de formation pour en extraire la philosophie. Et en fait, ça semble tellement juste quand on la comprend, quand on la pratique, et ça a un réel, mais vraiment réel impact sur la communication avec tout à chacun. La communication non violente, porte un nom qui, moi, je trouve pas ça très adapté. Non violente, je trouve que déjà, il y a le mot violent. Je trouve que ça aurait été plus intéressant et je crois que c'était en pourparler, de changer, enfin, on parlait plutôt de communication bienveillante. Moi, je trouve que c'est une communication juste, en fait. C'est vraiment comme ça que je la vois. Elle est juste pour soi et elle est juste dans ce qu'on va essayer de renvoyer à l'autre. C'est vraiment une communication qui veut se sortir du triomphe de Cartman, qui veut se sortir des reproches, comme on finit par dire, le tu-tu, c'est-à-dire qu'à force de reprocher, on finit par perdre la qualité de la relation. Avant de vous parler de la communication non violente, je voudrais partager avec vous une sorte d'adage psychologique qui m'a été enseigné lors de ma formation avec des psychiatres, et notamment un des psychiatres avec qui j'étais formée, qui s'appelait Julien Bedbez, disait toujours les hommes et les femmes n'ont pas peur de la même chose. Alors bien sûr, on n'est pas là pour faire des généralités, mais on essaye d'englober, on va dire, un maximum d'hommes et un maximum de femmes n'ont pas peur de la même chose. Et c'est leur peur différente qui va en fait entraîner la dysfonction. Pour vous faire simple, les femmes ont peur de l'abandon. Ce qui veut dire que une femme, souvent, ne supporte pas ou peu, ou pas très bien, quand son mari est absent ou quand il passe le plus clair de son temps à l'extérieur de la maison. Pour un homme, la peur, ce sont les peurs de ne pas être à la hauteur, de ne pas être dans la puissance et du coup d'avoir des reproches. Ce qui se traduit souvent dans les couples par ce cercle vicieux qui est un homme pense souvent qu'il faut qu'elle travaille beaucoup et c'est sa manière à lui de s'occuper de sa famille, c'est-à-dire subvenir à ses besoins. Et pour ça, on peut remonter aux hommes de Cro-Magnon, puisque les hommes de Cro-Magnon allaient chasser pendant que les femmes restaient à la grotte. Et en fait, ce qui se passait, c'est que quand les hommes rentraient avec leur mammouth sur le dos, on va dire, ils étaient accueillis parce que tout le monde crevait sérieusement la dalle. Et en fait, c'est un petit peu resté dans nos gènes, tout ça. C'est un peu resté dans nos gènes, et puis ça s'est poursuivi, bien sûr, de toutes ces années d'éducation judéo-chrétienne qui ont continué à alimenter un peu ce mythe. Ce qui fait qu'un homme pense que plus il reste longtemps au travail, plus sa famille va être fière de lui et va être contente de ce qu'il fait et de ce qu'il ramène. Sauf qu'aujourd'hui, bien sûr, il ne ramène plus de mammouth. Le mammouth est symbolisé par le salaire. Et le frigo est aujourd'hui, souvent, en tous les cas, il est rarement vide. Et s'il est, la famille n'est jamais affamée au point de dire qu'il n'y a plus à manger. Ce qui fait que la posture des hommes a changé et, et les femmes attendent autre chose de leur mari, qu'ils travaillent beaucoup. Ce sont aussi des processus de transmutation, hein, de philosophie, de prise de place et d'évolution de nos genres aussi dans la société. Et donc les hommes ne comprennent pas toujours, quand ils rentrent à la maison, qu'ils vivent des reproches. Donc, comme leur
pensée principale, c'est plus je ramène de l'argent, plus je travaille, plus je serai un bon père ou un bon mari. Du coup, quand il y a des reproches, bah, non seulement ça les fait fuir un petit peu, on ne va pas se mentir, mais il est possible qu'ils travaillent encore plus pour attendre cette fameuse récompense. Et les femmes se sentant de plus en plus abandonnées à leur sort, c'est-à-dire à l'occupation de la maison, du foyer, et de la charge mentale, vont cumuler les reproches. Donc parfois, on a des relations toxiques qui sont liées, ni plus ni moins, à la base de nos fondements. Je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas lu, moi je l'ai lu il y a très longtemps maintenant, Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, qui illustrent bien les pensées différentes. En tous les cas, Julien Medbez nous enseignait ça régulièrement et nous rappelait toujours. Et c'est vrai que j'ai pu le constater quasiment pour tous les couples que j'ai accompagnés, que ça se vérifiait. Ça se vérifie très souvent. Alors, on va parler de couples pas forcément hétéro ou homo, mais on va dire un peu normés hein, dans les... Parfois, ça va être l'inverse. Hein. Ça va être, les rôles vont être inversés, mais globalement, majoritairement, on est dans ce type de choses. Donc, la communication non violente, alors pour revenir au couple, il m'a fallu donner des fois des tâches mais d'une simplicité enfantine pour pouvoir inverser le processus. Je me souviens d'une fois où j'ai demandé à une de mes patientes, pourtant, bon, je suis un petit peu, pour ceux qui me connaissent, pas féministe, mais voilà, une petite tendance, on va dire. Et je me souviens d'avoir donné comme tâche à une de mes patientes d'avoir un tout petit comportement, on va dire de l'ordre de 1 à 2% des femmes plus type années 50, on va dire. C'est-à-dire d'accueillir son mari quand il rentrait du travail. Alors, cette femme ne travaille pas et son mari travaillait et elle lui reprochait effectivement de l'abandonner de plus en plus et lui travaillait de plus en plus. Et je lui ai demandé de modifier juste son état au moment où son mari rentrait du travail. L'accueillir, l'embrasser. C'est-à-dire qu'on a fait constat, hein, bien sûr, avant, on est venu dérouler tout un tas de choses. Et elle disait, c'est vrai que quand tu rentres, je le regarde plus forcément, je suis en train de faire quelque chose, il vient me dire bonjour, il va se poser, il va faire autre chose, puis voilà. Donc, il y avait quand même un froid qui est en train de s'instaurer, et notamment des tensions qui commençaient à arriver. Et donc, je lui ai demandé d'accueillir son mari, tout simplement de lui dire bonjour, de le regarder, si elle le sentait, de lui demander si sa journée s'était bien passée. Enfin, des choses qui, somme toute, sont normales pour autant. Hein, c'est pas, enfin... Et en fait, on avait mis en place quelques outils de ce type-là. Et la relation a changé. C'est-à-dire que le mari est revenu, il lui a fallu quelques fois pour comprendre, et petit à petit, les tensions ont changé, et les tensions ont même disparu, et le couple a pu renouer du dialogue. Et bien sûr, après, au fur et à mesure, on est venu remettre d'autres tâches pour cimenter à nouveau ce couple, qui, voilà, pour des choses très, très simples, faisait que monsieur partait de plus en plus de la maison parce qu'il s'y sentait de plus en plus mal, et que madame se sentait de plus en plus abandonnée. Alors, la communication non violente, en fait, elle vient surtout être une réponse aux relations toxiques. Et il faut être deux pour pratiquer la communication non violente. Quand je dis il faut être deux, bien sûr, on peut être seul à la pratiquer, mais il faut qu'en face, il y ait une véritable envie que la relation soit harmonisée. Si en face, vous avez affaire à un pervers narcissique et toutes ces choses-là, c'est pas du tout ce qu'on va utiliser. Ou en tous les cas, vous pouvez essayer, mais il y a peu de chances que ça fonctionne, puisque on va faire appel à l'empathie. D'abord, l'empathie par rapport à l'autre, mais aussi le respect de soi. Dans une relation toxique, c'est possible quand il y a une rencontre de blessures, puisque les deux vont vouloir être respectés au final. Hein, ça va être ça qui va créer la relation toxique. Quand il y a une personnalité de type perverse ou narcissique, non, l'autre va prendre plaisir en fait à vous voir souffrir, donc inutile. Alors, je ne vous ai pas fait de visuel parce que je vous ai mis le cours juste en dessous où vous aurez toutes les étapes de la communication non violente. Alors, je vous invite à apprendre les fondements de la communication non violente avec vos clients, et je vous invite à les utiliser en cabinet, à faire des simulations et à vous entraîner. Et vous allez voir que c'est assez passionnant. En plus, moi, je fais ça, mais après, vous ferez comme vous le sentez avec qui vous êtes. Souvent, on met beaucoup d'amusement, ce qui fait des séances très, très ludiques avec nos clients. Alors, la première composante de la communication non violente est l'observation. L'observation sans évaluation, sans jugement. Et c'est là parfois le plus compliqué, parce que nous avons tendance, en plus, l'école nous pousse à ça, à toujours être en train d'interpréter, de juger, non, on peut observer quelque chose en étant complètement
neutre de la situation, et c'est ce que nous invite à faire la communication non violente. Donc, ça va être de décrire les faits de manière subjective, c'est-à-dire en prendre suffisamment de recul pour pouvoir les mettre en pratique, et ne pas les interpréter, ni émettre de jugement. Ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que ça demande, on ne maîtrise pas la communication non violente du jour au lendemain. Comme je vous le dis, c'est une philosophie. Pour qu'une philosophie, on puisse la comprendre, il faut qu'elle puisse s'intégrer en nous. C'est vraiment des petites graines qui vont pousser. Ce sont des habitudes qu'il va falloir prendre. Ça demande quand même un petit peu j'allais dire, d'habilité, d'agilité pour pouvoir maîtriser la communication non violente, mais que c'est comme tout, ça s'apprend et ça prend du temps. On va prendre l'exemple d'un couple qui sera un petit peu tendu. Par exemple, je ne sais pas moi, une femme un homme qui viendrait vous voir et qui vous dirait ouais, moi j'en peux plus, je me demande si je ne vais pas divorcer, avec ma femme on ne se comprend plus. Et vous allez voir que souvent, à la base de tensions de couple, on a la plupart du temps que des problèmes de communication. En réglant des problèmes de communication, c'est un petit peu le lot de beaucoup d'émissions que l'on voit un peu télé-réalité. Je pense à Cauchemar en cuisine, j'ai peut-être dû en parler déjà. Là, à 80%, ce sont des problèmes de communication. Quand on règle les problèmes de communication, eh ben, on vient régler le problème tout simplement. Et en fait, il va falloir réapprendre à vos clients à communiquer d'une autre manière. Donc, on va prendre l'exemple d'un homme qui est en couple. Donc, on va imaginer que madame travaille de nuit et que monsieur, le soir après dîner, s'est occupé des enfants, avoir lu une histoire, n'a pas pris bon de ranger toute la vaisselle, l'a tout laissé dans l'évier en disant qu'il se sentirait mieux le lendemain matin, il était trop épuisé pour le faire. Madame va rentrer après sa nuit et va découvrir toute la vaisselle dans l'évier et bien sûr va être agacée. La tension va monter, elle va s'occuper de tout nettoyer, ranger, mettre au lave-vaisselle et elle va se coucher en colère et tendue. Et donc le soir, quand ils se retrouvent, une communication, on va dire, dite pas basée sur la communication non violente serait non mais c'est pas possible, mais vraiment tu fous vraiment rien, j'en ai marre de toi, je me tape tout ici, tu fais rien du tout, ça commence à être pénible, moi j'en ai marre, je suis pas ta bonne. Voilà, en général, ça pourrait, chez un couple tendu, ça pourrait ressembler à quelque chose de ce type-là. Dans la communication non violente, on va imaginer que monsieur donc reprend ce reproche. Il prend ce reproche et s'il met pas en place la communication non violente, il va dire non mais attends, tu vas pas me faire des reproches. Si j'ai pas rangé, c'est parce que j'avais mes raisons. De toute façon, tu n'es jamais contente. Quoi que je fasse, ça va jamais. Tu sais pas tout ce que j'ai fait avant. Voilà. Donc globalement, on est ce qu'on appelle dans de la conversation ping-pong, ping-pong, ping-pong. Je dis quelque chose, tu réponds. Je dis, tu réponds. Bref, conversation non constructive qui n'amène à rien du tout. Qu'est-ce qui se passerait si les deux étaient formés à la communication non violente? Alors, ça va vous sembler pas très naturel au départ. Je préfère vous prévenir, ça va vous sembler pas très naturel, mais c'est quand même comme ça que ça marche. Admettons, madame n'est pas formée. Monsieur vient vous voir et vous allez le former à la communication non violente. On va reprendre la même situation. Monsieur prend ce que madame vient de lui dire, que voilà, elle en a marre, qu'elle se tape tout, qu'elle se cogne tout, et que vraiment, il est presque un bon à rien au final. C'est ça qu'elle est en train de lui dire. Alors, dans la communication non violente, monsieur serait dans la réponse type du style quand tu es rentré, tu as trouvé toute la vaisselle non rangée dans l'évier et cela t'a profondément agacé au vu de ce que tu me dis. Vous voyez, on est dans une observation sans jugement. Je vous le fais en live, je n'ai pas préparé du tout. Et je comprends que tu sois agacé et en colère. Et là, il va l'inviter ensuite à venir sur sa colline à moi. Cependant, je t'informe que hier soir,
j'ai fait beaucoup de choses, notamment j'ai cuisiné pour les enfants de manière à ce qu'ils mangent équilibré. Et puis, j'ai pris le temps de les coucher, de leur lire une histoire avec, on va dire que leur fils s'appelle Mathéo. Allez, on va prendre Mathéo. Admettons que leur fils s'appelle Mathéo. Et puis, tu sais, j'ai pris le temps de discuter avec Mathéo hier soir parce qu'il était inquiet par rapport à ce qui se passait euh, à l'école, par exemple. Je me suis autorisée à me laisser la vaisselle pour le lendemain. Je suis navrée que tu aies dû faire ma vaisselle. Je reconnais que peut-être j'aurais dû te laisser un mot, mais quand tu me fais ce style de reproche, je me sens mal, je me sens effectivement réduit, alors que j'ai l'impression d'avoir fait déjà beaucoup de choses pour notre famille. Vous voyez? Alors là, on est dans observation, jugement, expression des ressentis. Donc, je vais vous donner les étapes après. Et ensuite, ça serait du style, je suis navrée, je comprends effectivement ce que tu ressens, je comprends que je n'ai pas tout à fait fait ce qu'il fallait et que peut-être nous pourrions faire autrement la prochaine fois. Est-ce que, et là, il va faire une proposition ou une demande claire. La demande claire, ce serait, euh, est-ce que la prochaine fois, tu peux, quand tu es agacé, venir me demander avant pourquoi je n'ai pas fait les choses? Peut-être ça sera simplement un oubli et c'est OK. Ou peut-être peux-tu venir me demander. Voilà, ça serait une demande claire. Et il peut aussi faire une proposition. Et si ça devenait à se reproduire, que je te mette un petit mot, laisse la vaisselle, je m'en occupe demain matin, est-ce que ce serait quelque chose qui serait cohérent pour toi? Est-ce que ce serait clair? Est-ce que ce serait d'accord? Et là, à madame de répondre, oui, ça me va très bien, parce que du coup, s'il lui met le petit mot en lui disant, voilà, j'étais trop fatiguée, j'ai pas fait la vaisselle, il y a de fortes chances que si elle a encore l'énergie et son bon vouloir, eh bien, il y a de fortes chances qu'elle le fasse pour venir en soutien à son mari. C'est-à-dire qu'au lieu de générer de la colère et de la transgression et de l'opposition, on va générer du partenariat et de l'équipe. Donc, les 4 étapes, c'est observer sans jugement ni interprétation, faire part de ses sentiments et de ses ressentis. C'est-à-dire, c'est quand tu fais ça, ça me fait ça. Quand tu ne fais pas la vaisselle, je me sens pas respectée, j'ai l'impression que ma charge augmente. Voyez? Quand je, mais pas tu es un bon à rien, toutes ces mots. Voilà. Et ensuite, j'aurais besoin que tu m'informes, que tu me tiennes informé quand tu peux pas faire quelque chose, soit par le biais d'un petit mot, d'un message que tu veux, ou quelque chose qui me fasse comprendre que de manière claire que tu n'as pas pu et que ce n'est pas un manque de respect vis-à-vis de moi. Et ensuite, une fois qu'on a ressenti son besoin, qu'on sait de ce dont on a besoin, on va pouvoir exprimer une demande claire et explicite. Donc, par exemple, pourrais-tu m'aider à ranger la cuisine après le repas, quand on est tous les deux, par exemple? C'est une demande claire. Bien entendu que si l'autre veut que les tensions diminuent, la demande, elle va être... donc, lorsque l'on fait une demande, chose importante aussi qu'il faut que je vous dise, lorsqu'une personne vous fait une demande, vous avez 3 possibilités: de répondre par l'affirmative, de répondre par la négative ou de différer votre réponse. Admettons qu'on reste dans ce couple, qu'elle lui dise, mais moi, j'aimerais bien que tu m'aides à ranger la vaisselle après les repas. Il peut très bien lui répondre, oui, ok, je vais t'aider. Non, je décide de ne pas t'aider parce que je suis trop fatiguée à ce moment-là. C'est un moment où je n'y arrive pas, par exemple. Auquel cas, bah ouais, c'est pas positif. C'est négatif, mais peut-être que ça peut prendre du sens parce que en contrepartie, il peut peut-être alléger madame sur d'autres choses. Ou 3, ça peut être une réponse plutôt différée. Écoute, je vais réfléchir. Bon, voilà, ça serait pas très cool, mais en tous les cas, ça serait la réponse différée. Oui, non, ou je vais réfléchir à la question, ou alors faire une proposition, une forme de négociation. Écoute, tu sais que le soir, je suis trop fatiguée, je pourrais pas t'aider pour la vaisselle. Par contre, si tu veux, le matin, je peux prendre en charge des temps des lessives, ou voilà, je sais pas quoi, ou de vider la vaisselle, chose que peut-être je faisais pas avant, car je n'avais pas pris conscience de ta charge de travail. Vous voyez, ce sont de la négociation. D'ailleurs, la communication non violente marche très très bien avec les ados. Je vous invite à l'utiliser avec vos ados. Montrez que vous respectez leurs besoins qui sont différents des autres. Pensez que la notion de fatigue, par exemple, de temps pour soi, n'est pas du tout la même pour un ado que pour un adulte. C'est donc quelque chose qui fonctionne bien. Donc, dans la communication non violente, on va vraiment
exprimer les choses sans interprétation. Ensuite, on va venir faire part de son ressenti. Ensuite, on va voir quel est le besoin qui va être verbalisé et ensuite pouvoir établir une demande claire. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre. Si vous participez au live ou aux ateliers de pratique avancée, nous pourrons bien sûr expérimenter la communication non violente.